La loi, qu'est-ce que c'est? C'est une règle qui est votée et qui permet de créer dans la société la paix par l'état de droit. L'état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est la conformité du comportement des gouvernés et des gouvernants à la règle du droit. Mais ça ne suffit pas. Ça, il ne suffit pas de dire que l'état de droit, il y a état de droit lorsque le comportement du citoyen et le comportement du gouvernant sont conformes à la règle de loi. Lorsque en Afrique du Sud et en Rhodésie aussi, on a voté des lois ségrégationnistes, est-ce que ces lois-là rentrent dans le compte de l'état de droit? Non. Pour que la loi aide à l'état de droit, il faut que cette loi soit conforme aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Sans ça, la loi est illégitime et on doit la combattre. La loi est légitime. Les barreaux sont là pour combattre la loi illégitime, quitte à trouver les voies et moyens de ce combat. C'est localement que cet aspect de la question doit être réglé. Voilà pour ce qui est de la légistique. Maintenant, pour ce qui est de la qualité des décisions de justice, j'avoue que je ne connaissais pas ça. Il y a 3 ans, j'ai été contacté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait décidé, au regard de la vitesse à laquelle ceux qui avaient souscrit au protocole, les États africains qui avaient souscrit au protocole additionnel permettant que les citoyens puissent saisir directement cette cour lorsque leurs droits de l'homme sont violés. Ces États se sont retirés à une grande vitesse aujourd'hui. Je ne sais, je n'ai pas fait le point avant d'arriver, mais tous les jours, il y en a qui s'en vont. Et il doit rester 4 ou 6 États maximum, ces États, qui ont donné le droit à leurs citoyens de saisir directement la cour. Alors cette cour, en 2021, a décidé de faire la retraite des juges. Et ils ont décidé de recourir à des gens non juges, indépendants de la cour. Et ils m'ont fait l'honneur de me prendre pour que j'analyse toutes les décisions que cette cour a rendues et que je donne librement, indépendamment, mon opinion. Et c'est là que j'ai découvert dans mes recherches qu'une nouvelle discipline, la qualité des décisions de justice. Et la question est de savoir quels sont les critères qu'il faut dégager. Alors, une communication de M. Jean-Paul Jean, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un magistrat français. M. Jean-Paul Jean a présenté une communication à un colloque où il a rapporté à ce collègue qu'un juriste yougoslave ayant fait ses études aux États-Unis d'Amérique s'est inspiré des indicateurs appliqués dans les banques américaines. Et ils ont dégagé 10 indicateurs à appliquer aux banques. 1. Accessibilité et impartialité, après enquête auprès des usagers. 2. Taux d'évacuation des affaires, c'est-à-dire la ratio affaires rentrées et affaires jugées ou affaires sorties. 3. Durée des procédures. 4. Âge des affaires en stock. 5. Prévisibilité et effectivité de la date de l'audience et du jugement. 6. Qualité du dossier. La qualité du dossier, ça s'apprécie un peu comme les normes ISO que vous connaissez. 7. Taux de recouvrement des amendes. 8. Taux d'utilisation des jurés. 9. Taux de satisfaction des personnels de la juridiction. Là aussi, il faut une enquête. Et enfin, le coût du dossier. Ceci, c'est juste pour donner une idée. Mais,
Ma conclusion là-dessus, mon opinion, est qu'il faut toujours, pour la qualité de la décision, distinguer les éléments intrinsèques à la décision des éléments extrinsèques à la décision. Une décision au plan intrinsèque, une décision comporte un libellé, une motivation et un dispositif. Notre ami Bernard Vattier, à son tour aussi, a donné une communication un peu sur la question. Il a bien écrit un papier sur la question et il dit ceci. Sur le libellé, il dit le justiciable doit être assuré d'avoir été entendu par le juge. Alors, comment est-ce que le justiciable doit être assuré qu'il a été entendu par le juge? Il n'a pas dit qu'il a été approuvé. Eh bien, quand je suis arrivé à la Cour constitutionnelle, j'ai vu que la plupart des décisions tiennent sur 2 pages, 3 pages. J'ai pris un ancien dossier et j'ai lu le dossier. J'ai appelé celle qui était secrétaire générale de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi vous n'avez pas fait état de ceci, de cela dans les écritures des partis? Elle m'a répondu, c'est pour économiser du papier. J'ai dit, ah non, ça ne compte pas ça. Il faut que chacune des parties retrouve dans la décision ses demandes et les motifs à l'appui de ces demandes. Et maintenant, dans la partie motivation, il faut nécessairement que le juge y réponde, sauf exception. Sauf si vraiment, il y a, en répondant à un motif, on a déjà répondu au reste, il ne va pas il va pas surenchérir là-dessus. Et enfin, il y a le dispositif. Voilà pour les éléments intrinsèques que vous connaissez bien comme vous habitudes. Maintenant, il y a les éléments extrinsèques. D'abord, les moyens humains pour le juge. Ensuite, les moyens matériels. Mais surtout, l'indépendance de la justice. C'est extrêmement important. Il ne faut jamais s'amuser avec ça. L'indépendance de la justice n'est pas du tout l'indépendance du juge. L'indépendance de la justice est l'indépendance du juge. L'indépendance n'est pas une prérogative personnelle au juge. C'est un attribut fonctionnel pour la finalité de la justice. Parce qu'il est déjà prouvé et il est avéré. Et parmi vous ici, vous en savez énormément, vous en savez même plus que moi, qu'on peut mettre la justice là et puis on l'emprisonne. Et quand vous voulez poser un nom, nous on n'est pas concernés, c'est les juges. Et la justice est indépendante. En dessous, elle a perdu toute indépendance. Et il y a des pays aujourd'hui où les magistrats sont sous la peur dès qu'il s'agit de l'État ou dès que l'État est intéressé. Et quand l'État est intéressé, votre droit de l'homme là, on met ça de côté et on rend des décisions qui révoltent. Alors, sur ce point, nous avons des faiblesses en Afrique. Nous ne publions pas les décisions de justice. Ça a été dit ce matin à la séance d'ouverture. Mais pourquoi ne mettons-nous pas ensemble? Nous avons des associations, l'association des barreaux de la CEDEAO. Nous avons même, avocats, réussi à faire adopter des règlements qui nous gouvernent et qui empêchent certains gouvernements de faire de nos barreaux n'importe quoi. Ici et là, c'est arrivé. Et c'est arrivé qu'on ait voulu nous imposer des choses ici et là. Je ne nomme personne, je ne donne aucune indication qui permette de dire que c'est tel État ou c'est tel autre État. Moi, je suis dans les principes généraux. Je me lève. Quand on est là en atelier, on pourra se venir un peu plus bas. Mais le gouvernement actuellement en place
dans notre région, ont voulu imposer à des barreaux ce qui n'est pas compatible avec nos fonctions. Et c'est le règlement numéro 5 là qu'on a opposé. Et tout s'est calmé tout doucement, mais pas facilement. En conséquence, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. Nous ne pouvons pas, parce que la loi a été votée, croiser les bras et rester passifs, poussifs, et laisser faire jusqu'au jour où nous allons nous réveiller. Et ce sera trop tard. C'est au fur et à mesure, quand une loi est votée et qu'elle est liberticide, ou qu'elle ne permet pas de défendre un droit économique, un droit social, quelle que soit la nature de ce droit, eh bien, nous devons au moins nous prononcer, analyser le texte et publier, dire ce que nous pensons. Ça là, ce minimum doit être fait. Et je salue au passage le Sénégal. Lorsque, dans ces derniers moments, le gouvernement Macky Sall a commencé à tanguer un peu dans les questions de droit, j'ai vu tous mes copains constitutionnalistes qui ont pris leur retraite depuis et qui sont tassés dans leur village sont sortis. Et il y a plus d'une centaine de professeurs constitutionnalistes qui ont publié une pétition pour protester contre. Et en fait, pour couronner le tout, le Conseil constitutionnel du Sénégal a mis fin aux errements et le Sénégal a repris le droit chemin. Mais ailleurs, c'est pas ça. Et le Conseil constitutionnel et la justice normale, etc., et tout ça, bien, ça laisse sur silence. Mais alors, quand je dis qu'il faut que l'avocat s'intéresse à la légistique, s'intéresse à la qualité de décision de justice, alors ma troisième question, quels sont les moyens dont dispose l'avocat? Alors, je vous invite à voir ça avec moi, de tous les moyens de droit. L'avocat dispose de tous les moyens de droit. Mais en tout premier lieu, l'éthique et la déontologie. Eh oui, je commence par là. Et l'éthique et la déontologie, c'est déjà présent le jour où vous déposez votre dossier pour être admis au barreau. Parce qu'on nomme un enquêteur. Et l'enquêteur doit rechercher si dans votre vie, dans votre parcours de vie, il y a eu des actes portant atteinte à votre honneur et à votre dignité. Et si ça existe, on vous refuse, vous ne serez pas inscrit au barreau. Après l'honneur et la dignité, on examine si vous êtes indépendant, si vous pourrez exercer de manière libre votre métier d'avocat. Et si la réponse est négative, vous n'entrez pas. J'ai commencé par l'éthique et la déontologie. Mais maintenant, le gros moyen dont dispose l'avocat, c'est l'ordre des avocats et le bâtonnier. Parce qu'il faut toujours distinguer. Il y a l'ordre des avocats, le conseil de l'ordre et le bâtonnier. Alors, ce sont là des organes de pression. Un barreau doit pouvoir dire tout ce qu'il pense à des moments décisifs de ce qui se passe. Pas de tout. Quand c'est strictement politique, il faut des hommes politiciens. Mais quand ça touche aux droits de l'homme et aux droits de procédure et autres, vous devez également vous prononcer. Alors, et quatrième et dernière question, l'avocat et l'État. J'accélère un peu parce que le temps passe. L'avocat et l'État. Il y a une chose que nous avons, une chose qui a disparu dans l'histoire et nous l'avons perdu de vue complètement. On ne peut pas parler de justice étatique sans compter les avocats. L'ordre des avocats est et demeure une institution publique. C'est un pas de détachement de l'État. Ça a été la continuité des ordres moyenâgeux pour les professions
La preuve, c'est que tous les ordres professionnels, ordre des médecins, ordre des pharmaciens, ordre des architectes, etc., relèvent du droit administratif, du contentieux administratif, sauf les ordres judiciaires, ordre des avocats, ordre des huissiers, ordre des commissaires-priseurs, etc. Pourquoi? Parce que eux participent à la justice qui est marquée par l'indépendance. On ne peut pas les mettre au contentieux administratif. Mais en plus de ça, il y a des règles spécifiques pour l'avocat. Et pour que l'avocat puisse assumer ses responsabilités, l'avocat doit être en règle avec l'État, et particulièrement au niveau des impôts. Je répète, particulièrement au niveau des impôts. Non, j'ai reçu à travers différents régimes au moins 2 fois redressement fiscal de 1 milliard. Et chaque fois que je parle, je dis des choses, il y a redressement. Mais ça ne m'empêche pas de parler, je dois dire. La bouche, elle est faite pour parler. Donc quand c'est nécessaire, je dois dire. Et c'est ça l'avocat. Et on se bat. C'est le redressement de 1 milliard, parfois sont arrivés à 4 millions. Et mon conseiller fiscal m'a dit non, ils veulent payer les 4 millions. Ça devrait payer. Je ne veux pas. Alors, je pourrais donner mon propre exemple. Il y a d'autres exemples que je ne veux pas donner. Mais si vous n'êtes pas à jour avec l'État, et bien que vous voulez jouer aux militants des droits de l'homme et de la justice, eh bien, vous savez ce à quoi vous exposez. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'un avocat vrai, à la plénitude du terme, eh bien, c'est l'éthique et la déontologie. Mais une fois que vous trichez avec ça, et qu'on vous attrape, eh ben, ou bien vous allez vous compromettre pour pouvoir rester avocat, et vous vous taisez, et vous allez même pervertir la décision de vos autres confrères qui veulent que sur quelque chose qui n'est pas dans les règles, il faut dire quelque chose. Vous allez dire non, et on va attendre, on connaît ça. Alors, j'ai regardé l'heure et j'ai arrangé ma montre et je voudrais conclure. Je n'ai pas d'idée de principe ni de comportement. Mais j'ai l'espoir que des propos que j'ai tenus aujourd'hui soient matière pour alimenter la réflexion, soit inspirant, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, soit c'est Nicolas Messa qui l'a dit, et que ça se débouche sur une action. Si nous décidons simplement, je dis simplement, de nous cotiser pour créer un bulletin juridique des barreaux de notre région, où on publiera les décisions brillantes et on publiera avec commentaires et les noms des magistrats les décisions pas du tout brillantes. Si on fait ça, vous allez voir que les choses, les gens ont fait attention parce que comme maison de notre temps, on commande. Il va avoir peur que son fils ou son petit-fils ça, et ils vont faire attention. Voilà un des moyens auxquels nous ne pensons pas et auxquels il faut penser. Et il y a 2 autres choses, plusieurs choses, mais dont une que je dois dire nécessairement.
L'indépendance de la justice connaît trop souvent des éclipses dans nos pays africains au sud du Sahara parce que l'État n'existe pas. À l'indépendance, nous avions à construire et l'État, et l'économie, et le social, et faire renaître notre culture. C'est à cela qu'on s'essaye depuis. Mais État en tant qu'institution, nous ne l'avons pas. On s'essaye. Mais c'est par le droit qu'il faut le faire. Et les avocats ne sont pas en réalité des auxiliaires de justice. C'est des acteurs de la justice. Et j'étais jeune avocat au barreau de Paris. J'étais jeune avocat au barreau de Paris. Et je suis allé au tribunal de Créteil. Les réformes d'aujourd'hui n'existaient pas. Et j'avais un dossier correctionnel à plaider à la Salamba, mais j'avais un dossier d'instruction à consulter chez le juge d'instruction. Il m'a donné le dossier, j'ai consulté. Puis au moment de partir, je ne sais plus ce qu'on a échangé, je lui ai dit, mais monsieur le juge, je ne suis que modeste auxiliaire de justice. Alors que moi, j'étais pressé d'aller vite prendre mon dossier en bas avant que les gros doyens arrivent. Il me dit, il se fâche, il dit, mec, asseyez-vous. Je dis, mais j'ai écouté, asseyez-vous. Puis moi, je suis assis. Il me dit, ce que vous venez de dire, ne le répétez jamais plus. Vous êtes plus que l'auxiliaire de justice. Et il m'a gardé, moi, j'étais pressé d'aller, il m'a gardé 30 minutes pour me donner, non, j'ai oublié le nom de ce juge, sinon j'allais vous le donner, pour me dire comment, grâce aux avocats, puis voir clair dans les dossiers. En conséquence, il n'acceptait jamais.